Bonjour à tous. Déjà, merci d'avoir répondu si nombreux à notre invitation. On est vraiment ravis de vous retrouver ce matin pour notre événement Think Ahead 2020. Je me présente rapidement, je suis Maud Berelzoum, je suis responsable communication chez Heads Up Consulting et modératrice de la matinée. Vous allez voir d'ailleurs que dans le chat, vous avez une zone de questions. Alors, n'hésitez pas, au fur et à mesure des présentations, à poser vos questions. J'en choisirai quelques-unes à la fin de chaque présentation pour les poser directement au speaker. On se retrouve aujourd'hui donc pour faire le point, un mois pile après l'annonce du déconfinement. Et côté programme de la matinée, le titre de l'événement de ce matin, il est finalement aussi symbolique que la date du 11 juin. Comment Think Ahead en 2020 ? Alors, c'est vraiment la problématique autour de laquelle chacun des speakers a construit sa présentation et essaiera de vous répondre ce matin. Alors, donc, après 2 mois de webinaires en série, de visio, de nouveaux enjeux, de défis, de beaucoup de questions surtout, on va vraiment amorcer enfin cette phase tant attendue de reprise, de relance. Et l'objectif de ce matin, ça va être vraiment de faire le point avec vous de ce qui va se jouer pour les annonceurs dans les mois à venir, quels leviers activer, comment repenser sa stratégie tout simplement pour être à la hauteur de tous les challenges qui nous attendent encore en 2020. Alors, avant de commencer, je tenais sincèrement à remercier l'ensemble de nos partenaires qui nous ont permis de vous proposer ce matin un contenu pratique et de qualité. Donc, Think Market, You Love Words, Splasher, Admo TV, Content Square et AB Testy. Et donc, tout de suite, on va directement passer à la première présentation. Je vais accueillir Arnaud Marcelli du cabinet Think Market. Et voilà, en principe, on est sur scène. Bonjour à tous. Maud, tu me confirmes que tout est OK? Tout est OK, tu es sur scène. Super. Bon, bonjour à tous. Merci Maud pour ton invitation. Avec plaisir. Pour Market, c'était tout naturel de participer à un événement qui s'appelle Think Ahead. Notre rôle ce matin, c'est de vous donner à tous et toutes, pour un bon réveil, une overview un petit peu globale de la situation, et notamment des schémas de sortie de crise et des schémas de rebond. Donc pour ça, on vous a préparé un petit support pour vous donner un petit peu de matière pour réfléchir ensemble. Et on est ravis d'introduire cette journée qui vous permettra à tous, grâce aux différents acteurs qui ont été réunis autour d'Heads Up, de trouver des solutions très opérationnelles à tester pour que chacun puisse activer les meilleurs rebonds possibles. Je te laisse la parole du coup, Arnaud. Merci beaucoup, Maud. Donc très rapidement, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, de façon non rébarbative, Think Market, on est un cabinet de conseil en stratégie opérationnelle et en management. On est multisectoriel, on existe depuis 10 ans, on intervient sur 12 à 13 secteurs, on a un peu plus de 80 personnes chez nous. Et notre proposition de valeur est d'aider nos clients dans leur business shift, que ce soit en matière de digital, ce qui nous a permis de nous créer il y a une dizaine d'années, ou également aujourd'hui de transition green et durable. Et on accompagne nos clients globalement sur 2 axes, l'orientation stratégique et la déclinaison des stratégies opérationnelles, et également un axe très pragmatique de management du shift au quotidien et de pilotage des transformations avec une approche très opérationnelle, très main dans le cambouis, ce qui en général nous donne une bonne pertinence pour parler de stratégie. Concrètement, ce que je vais essayer de vous dire là en 15 minutes ce matin, donc ça va être un petit peu dense, donc n'hésitez pas à rebondir, à poser des questions, même on pourra éventuellement les traiter après ce webinaire. Il y a 5 grandes questions structurantes. D'abord, faire un petit point, un état des lieux sur la crise qu'on vit. Est-ce que c'est vraiment la pire qu'on ait réellement vécue? Mettre un petit peu des chiffres sur les on-dit. Quels sont les scénarios pour sortir de la crise? Avec quelle rapidité, quelle ampleur, pour quel secteur? Est-ce qu'on va vers un retour normal à la consommation? Si oui, quand, comment, sur quel ressort s'appuyer? Et enfin, essayer d'identifier déjà des bonnes pratiques qu'on pourrait appliquer et des leviers opérationnels à mettre en œuvre pour activer des scénarios de sortie de crise un petit peu plus agressifs et tenter de repartir plus vite que ses concurrents. Alors, cette crise est-elle vraiment la pire? On a entendu beaucoup de choses. Clairement, cette crise aujourd'hui est absolument sans précédent. Pas la peine d'y revenir très longtemps. On fait souvent le parallèle avec la crise de 1929 qui a déclenché un séisme économique assez long. Et beaucoup d'États ont à cœur d'éviter ce scénario-là.
On attend, selon les chiffres du FMI du 22 mai, une récession globale de moins 3%. Et quand on regarde le schéma de droite, qui est le schéma de la variation de croissance du PIB au niveau mondial, européen et France, on voit que la crise sanitaire de 2020 a un côté subi et impactant beaucoup plus important que la dernière crise de 2008, qui était une crise simplement financière. Donc derrière une crise, il y a toujours des réalités très diverses qui s'apprécient. Néanmoins, il y a un sujet également avec l'augmentation du taux de chômage. Alors, je vais passer cette diapositive puisque c'était une petite vidéo. Je vous inviterai, quand vous aurez le document, à aller la voir parce qu'elle est assez singulière. Mais globalement, ce que ça dit, c'est qu'au niveau mondial, il y a entre 20 et 46% des personnes qui sont touchées dans leur emploi, pas simplement parce qu'elles l'ont perdu, mais à cause des problématiques de lockdown, donc de confinement. Et la vidéo que je vous proposais, ce sont les deux petites diapositives qui sont sur ce slide. C'est le chiffre du ministère américain du Travail, du département du Labor, qui compare dans le temps une courbe dynamique des demandes d'emploi hebdomadaires. Et on voit ici sur ce deuxième point, si vous voyez mon curseur, sur la crise de 2008, qu'elle est strictement équivalente à la crise de la fin des années 80, début des années 90. Et quand on regarde les destructions d'emplois aux États-Unis, sur le dessin de droite, on voit très notablement que la crise de 2008 est totalement écrasée par celle-ci. Du coup, ça marque bien l'ampleur de la situation dans laquelle on se trouve actuellement. Concrètement, il y a des impacts sectoriels qui sont très nombreux, très lourds. Il faut admettre quand même qu'il y a beaucoup de disparités. Alors là encore, vous pourrez revenir sur le support. L'objectif n'est pas de le décrire en détail. Évidemment, il y a des secteurs qui souffrent plus que d'autres. C'est le cas des secteurs qui sont en très forte croissance et qui ont été absolument arrêtés par cette problématique sanitaire, notamment tout ce qui est le secteur du travel, le secteur de l'entertainment, des restaurants, etc. Et des secteurs en résurgence assez forte. En particulier, il y a quelques secteurs de retail qui s'en sortent très bien. Ce qu'il est intéressant de noter derrière cette vision un petit peu apocalyptique qui plante le décor avec des chiffres très impressionnants, c'est que ces différences sectorielles, elles ont tendance à rester pour certaines, avec des probabilités de défaut dans des secteurs comme l'hôtellerie, comme l'automobile, etc., qui ont été vraiment très impactés. Mais quand on regarde dans le détail, même dans les secteurs qui sont dits ici au milieu pressurisés, il y a un taux de retour à la normale, entre guillemets, basé sur des indicateurs de valorisation boursière qui sont censés refléter la confiance des investisseurs. Il y a un taux de retour à la normale qui est quand même assez rapide. Et si le pic vers le bas a été très fort, très intense et extrêmement rapide, les axes de reprise de confiance pour un certain nombre de secteurs sont également là encore assez dynamiques et constituent un vrai petit effet d'espoir. Derrière ce point de vue, OK, comment on sort de la crise? Quels sont les scénarios qu'anticipent les économistes? Globalement, il y a trois schémas possibles. On a tous entendu parler des courbes en V, en U ou en L. Expliquer rapidement, la première courbe, c'est le scénario le préférable. Dans l'échelle du pire, la courbe en L est vraiment la situation la plus impactante. Une courbe en V veut dire que on a perdu des capacités de production, on a perdu du business pendant la phase de lockdown, dans la phase de confinement, mais il y a un retour à la normale très rapide qui s'effectue sur le même trend de croissance. La courbe en U, qui est un scénario intermédiaire, veut dire que on rattrapera jamais la croissance qui a été prévue, mais elle reviendra dans une dynamique tout à fait similaire, et donc on limite quand même beaucoup les impacts dans le temps. Enfin, une courbe en L, c'est le troisième schéma. C'est une courbe dans laquelle on est dans un schéma de retour à une croissance moindre qu'anticipée, voire une légère décroissance, donc les pertes globales pour l'économie s'accentuent. Bien entendu, les États ont investi massivement, en France en particulier, dans le soutien à l'économie pour faire en sorte de pousser les schémas de sortie de crise vers la partie gauche, vers une courbe en V, pour un retour le plus rapide possible.
Donc concrètement, vers quoi est-ce qu'on peut s'orienter aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut voir? Alors c'est encore très tôt pour avoir beaucoup de chiffres et beaucoup de données étayées. Néanmoins, ce qu'on commence à voir poindre sur pas mal d'études, c'est que 2020, bien entendu, est une année compliquée, une année fortement impactée. On attend une contraction du PIB en Europe de moins 7,5 à moins 8%. 2021, une année de reconstruction très dynamique, qui compense pas tout à fait les pertes de 2020, mais avec un retour réellement à la normale entre 2021 et 2022. Ce qui signifie que pour activer ces leviers, il faut dès à présent penser ces plans de rebond et agir de sorte à être parmi les leaders de son secteur. Donc vraiment une année 2021 de dynamique de reconstruction et un S2 2020 où il est important de réenclencher la machine. Voilà, les États soutiennent massivement les économies. En France, quasiment 500 milliards, etc. Je ne vais pas commenter ces chiffres-là pour pouvoir avoir un petit peu plus de temps sur quelques retours d'expérience pour la suite. De façon un petit peu plus positive, si on regarde la situation de la Chine en fonction des données dont on dispose, il y a un retour à la normale qui est très dynamique. Aujourd'hui, par rapport à la période de confinement de la fin d'année, début d'année, puisqu'en Chine, ça a été vraiment sur la césure 2019-2020, la consommation de charbon est remontée à 89% de son niveau normal, les transactions immobilières à quasiment 3/4, le volume de passagers dans le métro à 2/3 et on est revenu à un taux d'embouteillage moyen dans les métropoles de Chine d'environ 93%. Donc, c'est des indicateurs qui nous montrent quand même un retour à une certaine normalité relativement dynamique. En France, on a des insights qu'il faut confirmer. Il y a quand même beaucoup de données qui varient. On parle de moins 11% du PIB cette année. Selon Xerfi, mi-mai, on était plutôt autour de moins 10%, avec un scénario en reprise à plus 9,1% l'année prochaine. Le tableau en bas à gauche est assez intéressant pour montrer cette dynamique de reprise qui viendrait, selon les chiffres, compenser les pertes subies en 2020. Donc, il est important d'avoir confiance en l'avenir et de justement tout mettre en œuvre pour retrouver ces axes de croissance. Comment le faire? Tout simplement parce que la confiance, c'est la clé de la reprise, la confiance des clients finaux, la confiance des consommateurs. Il y a eu énormément d'épargne qui a été faite en France. Je crois que le chiffre actuellement, c'est 55 milliards depuis le début du confinement. Donc, cette épargne disponible, il va falloir aller la chercher. Il faut redonner envie aux consommateurs d'acheter et, si possible, d'attirer à soi une part importante de cette dépense des ménages. Quand on regarde les chiffres, alors honnêtement, il y a très peu de choses disponibles. On a quand même des données d'études quali qui montrent que l'inquiétude liée à la situation, qu'elle soit sanitaire ou économique, a tendance à diminuer au fur et à mesure qu'on sort de la phase d'infection, la phase 1, la phase 2 qui est au cœur du confinement et la phase 3 qui est à partir du moment où les États présentent leur plan de déconfinement et commencent à redonner de la liberté de circulation et de diminuer l'emprise des mesures sanitaires. Donc, cet aspect confiance est vraiment très important. C'est pas qu'une donnée macroéconomique, mais à chacun, par notre communication, par notre approche et par notre proposition de valeur sur le marché, on a un rôle à jouer dans ce retour également à la confiance. C'est pas quelque chose qui est une masse inerte. C'est très important d'avoir ça en tête. Donc, est-ce qu'on va revenir à la normale, à la consommation? Si oui, comment? 3 points de vue. Le premier, comme je le disais, en miroir de ce sujet sur la confiance, on a un effet rattrapage qui n'est pas encore très net, mais qui tend à se dessiner. Quand on regarde les intentions d'achat ou les intentions de comportement post-confinement, dans les premières études qui sortent, alors on a évidemment de la compensation, aller voir les amis, revoir la famille, sortir, aller au resto, partir en vacances, mais toute envie de consommation n'est pas morte. Alors ça arrive un petit peu derrière. Là, c'est une étude qui a été faite par Harris en avril 2020, donc qui commence à dater un petit peu, elle a 1 mois et demi, mais on voit que acheter des vêtements, acheter des produits de loisirs, acheter des nouveaux produits technologiques, chercher un logement, acheter des produits électroménagers reste dans les intentions d'achat quelque chose de positif et de pas du tout forcément décalé à plus tard.
Deuxième point de vue, le poids du responsable. On s'est longtemps posé la question de savoir si la crise économique allait tuer le green, allait tuer le local, allait tuer les préoccupations sustainable des clients finaux. Il semblerait que non. Alors bien sûr, c'est pas forcément homogène dans la population, mais quand on regarde les intentions de comportement d'achat des 50 ans et plus, et en particulier des moins de 35 ans, les préoccupations vont largement vers le local. Le responsable est également une préoccupation majeure chez les moins de 35 ans, et également des comportements hédonistes qui visent à se faire plaisir et qui sont autant de ressorts de rebond pour la consommation. J'insiste pas sur ces chiffres-là. Sur le local, on a quand même pas mal de faisceaux de réponses aux questions qui indiquent la même chose. Et surtout, ce qui compte, c'est que dans cette étude YouGov qui était réalisée sur un échantillon d'à peu près 1000 personnes sur la méthode des quotas, on a un Français sur 3 qui envisage de boycotter des marques qui n'ont pas été à la hauteur pendant la crise. Un Français sur 2 qui envisage de favoriser les marques qui ont un engagement RSE, green, responsable, sustainable important. Donc ça reste toujours, si c'est pas aujourd'hui un critère de choix majeur pour la plupart des gens, ça le devient. Mais surtout, c'est un critère d'éviction. Donc c'est quelque chose de très important à avoir en tête. Troisième tendance sur la conso post-confinement, c'est bien entendu l'hyper-victoire de l'e-commerce. L'e-commerce mondial agrège une part de plus en plus importante du commerce total. Alors, c'est une tautologie, tout le monde est convaincu autour de ce webinar. Simplement, au niveau des chiffres, il y a une accélération extrêmement forte, quels que soient les chiffres qu'on regarde. Encore une fois, il ne faut pas les prendre de façon absolue, mais plutôt dans la dynamique qu'ils représentent. Quand on a un chiffre qui nous dit que 22% des Français ont l'intention de privilégier les achats sur Internet aux achats en magasin, c'est une donnée qui est très significative. On était plutôt autour de 10-15% il y a quelques mois. Et la part de e-commerce dans les achats généralistes, aujourd'hui, a littéralement explosé, puisqu'on était depuis début 2020 à 7,4% contre 5,7% en moyenne en 2019. Et post-confinement, on gagne encore 2 points pour porter le résultat à quasiment, en tout cas pratiquement le double par rapport à 2019. Donc, c'est considérable. Et ce sont des choses qui vont rester. C'est confirmé par tout un tas de chiffres qu'on peut voir sur Internet. Ici, c'est le Data Lab de Content Square, qui est un outil qui est extrêmement bien fichu, qui agrège beaucoup de données mondiales. Qu'est-ce qu'on en retient? Oui, le trafic augmente, effectivement. Mais surtout, c'est l'augmentation du nombre de transactions de quasiment 37,2% par rapport à avant le confinement. Alors, ce sont des données hebdomadaires, mais surtout le taux de conversion qui augmente de 21%. Donc, c'est des moteurs vraiment essentiels sur lesquels s'appuyer. Le e-commerce est totalement rentré dans les mœurs, et c'est vrai pour plein de secteurs différents ici, que je vous laisserai le loisir d'aller consulter. Voilà, évidemment, les grands gagnants sont le secteur du retail sur les supermarchés, l'équipement sportif, etc. Mais on a bien une tendance de fond qui s'est largement accélérée. Face à cette situation, crise d'ampleur, scénario de sortie incertain, mais plutôt allant vers une dynamique qui s'étale sur une grosse année, une année et demie, de notre point de vue, quels sont en quelques mots les bonnes pratiques qu'on peut appliquer? Pour nous, il y a quatre sujets qui doivent vous préoccuper. Le premier sujet, c'est vraiment de bouger son offre de façon agile, de vraiment réfléchir à son offre et de trouver des leviers pour aller chercher des pivots et pour aller chercher des axes de différenciation. Le deuxième sujet, il est lié vraiment à la transformation de la distribution. On vient de le voir avec le e-commerce, on va donner quelques insights. Troisièmement, on a tissé beaucoup de liens avec le client. La préférence relationnelle devient plus que jamais un enjeu majeur pour sécuriser le client à soi. Et enfin, un axe également plus orienté communication et marque. De façon un petit peu plus détaillée, sur le premier axe, trouver des pivots pérennes. La crise nous a obligés à trouver de nouvelles façons de faire consommer nos produits, nos services. Comment on pérennise ces opportunités? Comment on donne des gages solides aux nouvelles attentes des consommateurs? Et comment on continue également sur un axe de générosité qui a été pris par de très, très nombreuses marques, que ce soit sur les produits ou les services.
Sur l'accélération de la transformation de la distribution, on a un sujet d'hyper-accélération vers le e-commerce. Tous ceux qui ne sont pas encore full e-commerce doivent impérativement y aller, y compris dans le monde du service et y compris pour les business qui sont en environnement distribué, donc en B2B2C. La question du développement de nouveaux formats de magasins est également très importante et pas mal d'expériences intéressantes autour de l'extension de l'omnicanal et l'intégration complète du social commerce dans le monde des biens et services aujourd'hui. Je vais développer quelques exemples sur ces deux premiers axes pour montrer un petit peu les pivots pérennes. Alors, il nous reste 1 minute, Arnaud. Oui, ben, très bien. Donc, je vais prendre des exemples et je vais terminer et puis on laissera le support à tout le monde, bien entendu. Oui, voilà, ce sera envoyé à tout le monde. De pivot, Airbnb profite de cette crise en levant 1 milliard pour faire des expériences en ligne, mais surtout étendre sa proposition au séjour longue durée. Donc, de concurrent des hôtels, on devient aujourd'hui concurrent du secteur hôtelier. Pas mal d'autres entreprises, des petites et des moyennes entreprises qui également redéfinissent avec intelligence, repensent leur offre et trouvent des pivots. Répondre aux attentes des nouveaux consommateurs, pas mal de choses sur le green, vous le verrez dans ce support. Enfin, je vais passer sur ces axes-là. Une invitation à repenser complètement son réseau et ses formats de magasins physiques. Alors nous, on a une grosse activité retail. On va régulièrement dans les grands salons mondiaux et cet axe-là est issu de notre retour d'expérience, de ce qu'on a vu à New York cette année. Donc, à votre disposition si vous avez des questions. Et pour terminer sur ces éléments, de notre point de vue, derrière ces grands domaines de réflexion pour vous, quels sont les principaux leviers à activer? De notre point de vue, il y en a 5 essentiels et un levier interne. Challenger sa stratégie d'offre, comme on l'a dit, trouver des pivots agiles pour se repositionner, c'est vraiment clé. Il est hyper important de procéder par test and learn et de se demander comment on investit ces opportunités de façon pérenne. Deuxième élément, la crise va impacter les PNL, donc industrialiser le marketing de la performance, c'est clé. Développer ces outils de pricing dans une logique complètement héroïste. Investir énormément sur la data 360, mais surtout en exploiter les programmes de data 360 et aller vers l'hyper-ciblage et l'hyper-personnalisation, en particulier dans le marketing et dans la pub pour augmenter le ROI. On a un troisième axe qui est de massifier le e-commerce et de solidifier le relationnel. On en a un petit peu parlé avec l'intégration e-commerce dans les activités B2B2C. Repenser les plans de vie clients pour tendre vers l'excellence, avoir une démarche de customer-centric. Finir la digitalisation des parcours cross-canaux, traiter l'intégralité des irritants. C'est hyper important d'aller vers cette notion d'efficacité. Quatrième axe, redesigner la distribution autour vraiment de savoir repenser le physique autour de nouveaux formats de magasins, apporter plus de services, des concepts différents qui se distinguent du linéaire et qui rentrent beaucoup plus dans une logique servicielle et surtout étendre l'omnicanalité au maximum. Enfin, le durable, le green, le sustainable n'est pas mort. Accélérer le shift vers cette tendance-là nous semble extrêmement important. Avec un premier axe qui est de vraiment bannir le greenwashing. Les consommateurs ne sont pas dupes. Donc, il est essentiel de lancer des démarches qui permettent de trouver, par rapport à votre proposition de valeur et au marché, des différenciateurs positifs et de redonner de la matière aux valeurs de la marque par cette transformation. Enfin, pensez également à l'interne. Penser à l'efficacité, l'intelligence artificielle pour mieux décider, mieux gérer est quelque chose d'extrêmement important et ça s'appuie beaucoup sur la maîtrise de la donnée. Investir sur les sujets d'accélération et de transformation, c'est le moment. Si vous ne le faites pas, vos concurrents seront dans cette dynamique. Nous, on le voit tous les jours dans les différents secteurs sur lesquels on opère. Et enfin, dernier élément, on aurait peut-être tendance à l'oublier en temps de crise. Je reviens sur les données d'emploi, mais choyer les talents, revoir l'expérience des collaborateurs avec un rôle du digital accru nous semble être vraiment un catalyseur important pour être capable de mettre en œuvre ces leviers de façon successful pour mieux rebondir. Voilà, j'espère que ce n'était pas trop dense, que ça vous a donné envie d'en savoir un petit peu plus et je vous souhaite à tous une excellente journée en vous remerciant et peut-être à bientôt.